Et finalement, donc à la mi-temps, toujours 1-0 pour Toulon. Pour la deuxième période, on va pas être trop difficile. On va vous montrer deux actions seulement. Le terrain était lourd, la trêve a pesé. Bénédé, lui, a mis cette balle au-dessus, mais il n'y avait que 1-0 jusqu'au bout. Donc, et les Bastiais auraient très bien pu égaliser, notamment sur cette action. Ferrigno, mais à côté, mais vous l'avez vu, ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Paris Saint-Germain-Brest, et malgré ses 23 joueurs professionnels, Georges Perroche a eu bien du mal à former son équipe hier soir à Brest. Il faut dire qu'au PSG, l'infirmerie est pleine, elle déborde même avec pas moins de 10 pensionnaires. Et il aurait sans doute fallu une équipe au grand complet pour résister à une formation bretonne en plein boom. Les choses n'ont pas traîné après un tir de Rico juste au-dessus. Sur un centre du capitaine brestois Mousseline, Henry saute plus haut que tout le monde et ouvre la marque. On joue depuis seulement 4 minutes, ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les Parisiens. Joël Henry va d'ailleurs être le grand homme de ce début de match, car ici, à la 18e minute, après une aile de pigeon de Dupraz, un centre de Karine Maroc, cette fois, ça va sur la transversale. Ce n'est que partie remise pour Brest, qui balade littéralement un PSG déjà à la dérive, et à la 21e minute, sur une nouvelle action de Joël Henry, Gérard Bucher marque le deuxième but brestois. Pour Bucher, c'est le 13e but de la saison, et pour le PSG, c'est le début du naufrage. Car 12 minutes plus tard, Pardo au milieu du terrain sert Dupraz. Dupraz s'avance jusqu'aux 18 mètres et lance Bucher. Il évite Moutier et marque dans le but vide. 33 minutes de jeu et déjà 3-0 pour Brest. Le PSG sans âme, dominé dans tous les compartiments du jeu, devra attendre la fin de la première période pour se créer sa première occasion. 3-0 à la mi-temps, on craint pour les Parisiens un nouveau carton comme celui encaissé à Toulon juste avant la pause. Mais en deuxième période, les joueurs de Georges Perroche réagissent à l'image de Dominique Battenet, qui après une combinaison avec Toko et Suzik tire sur le poteau. Gérard Bucher est admiratif, lui qui a été contacté par plusieurs grands clubs européens, Everton et Stuttgart notamment. Finalement, le PSG va réduire l'écart à la 65e minute. Toko de la tête place le ballon entre les jambes de Chalery. Score final donc 3-1. Qu'il était triste le Grand Parc des Princes, solitaire et glacé, 3000 spectateurs à peine pour voir ce Racing Marseille, pourtant une grande affiche du passé. À la seule incursion des Marseillais en première période, et la première en tout cas, face au but de Rousseau, Cunningham ne laisse pas échapper l'occasion. Sur ce bon centre de Dimeco, Cunningham ouvre la marque, on joue depuis 20 minutes. En première période, toujours à la 37e minute, les Parisiens vont bien revenir au score, mais comme décidément ça n'était pas leur jour hier soir encore, le but marqué d'un pointu de Lafargue va être refusé par l'arbitre monsieur Blouet, car effectivement, Honorine était hors jeu de position et faisait action de jeu. Donc toujours 1-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, pas grand-chose, sinon le réveil de l'OM, un Racing qui sombre de plus en plus. On se demande comment les Parisiens pourront arriver à marquer un but, alors que Zanon, lui, ne se pose pas de questions et place la balle pleine lucarne. Mais M. Blouet n'avait pas sifflé, alors le coup franc, on le retire, Rousseau change de côté, mais Zanon aussi. Le résultat est le même, 2-0. Alors c'était les matchs qui se sont déroulés donc hier soir. Toulouse et Metz nul, un pénalty de Domer contre un but de Brassigliano. Laval a battu Sochaux grâce à Séné et de la Montagne contre un but de Sauzet. 2 buts de Savic et un but de Medic pour Lille qui a dominé Tours. Les autres matchs, vous les avez vus en images. À noter que cet après-midi, Auxerre jouera à Nancy contre Nancy et que le match de Strasbourg a été remis, le stade de la Meyno étant impraticable. Au classement, donc, Bordeaux a repris le large, 2 points d'avance, a signalé la belle montée de Toulon qui continue, même si Toulon n'a marqué qu'un seul but par Onis. Quant au Paris Saint-Germain, il s'enfonce lentement, mais sûrement. Dans la deuxième moitié du tableau, c'est extrêmement grave pour le Racing. On voit mal maintenant comment l'équipe chère au cœur de M. Lagardère et des Parisiens pourrait s'en sortir. Espérons, mais c'est vraiment seul l'espoir qui fera maintenant vivre le Racing.
Au classement des buteurs, Bucher, que vous avez vu réussir 2 buts tout à l'heure contre le Paris Saint-Germain, remonte et se rapproche de Halilhodžić. Centre de formation, c'est maintenant le mot d'ordre dans tous les grands clubs français. Le meilleur centre de formation, c'est peut-être celui du football club de Sochaux-Montbéliard. Philippe Huy est allé se rendre compte de ce qui se passait sur place à Sochaux. Sochaux, Montbéliard, Peugeot, c'est toute l'histoire d'une région, d'une industrie et aussi d'un club de football. C'est en fait une filiation qui se poursuit à travers des générations, depuis la création du club en 1928 par M. Jean-Pierre Peugeot, qui dans cette région a voulu mettre à la disposition du personnel un aspect un petit peu distractif correspondant un peu à une œuvre sociale. La société Peugeot remplit finalement pour le FC Sochaux un rôle important, comparable à ceux des municipalités dans la plupart des clubs, je dirais, puisqu'il y a fort peu de clubs en France qui s'autofinancent. Résultat, à Sochaux, football et automobile vivent en parallèle. 1900, c'est l'époque héroïque des machines à vapeur qui commencent à ressembler à des voitures. C'est aussi l'époque où le football balbutie. 1937, l'industrie automobile passe un cap. Les voitures deviennent de véritables petits bijoux. Sochaux connaît également son heure de gloire, vainqueur de la Coupe et du championnat un an plus tard. 1981, l'Europe industrielle est en crise et même si c'est une Peugeot qui promène le pape, la concurrence est sévère. En football aussi, la concurrence est sévère. Sochaux brille tout de même. C'est l'année où les Lionceaux disputent les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Malheureusement, quelques joueurs vont partir. Alors, comme d'habitude, on puise la relève dans le centre de formation. Je pense que quand un jeune, s'il a du talent, et quand il est dans une phase montante, ascendante, il ne faut pas lui couper les ailes, et au contraire, je sais que ça comporte un certain risque, mais je crois aussi, quand on fait confiance à un jeune, il déçoit rarement. Et en plus, à Sochaux, un jeune a sa chance plus rapidement qu'ailleurs. Bien sûr, pas question de faire de la ségrégation anti-vieux, mais tout le monde est placé sur le même plan. Les places en équipe première se gagnent à l'entraînement et sur le terrain. Et ça, c'est un élément qui compte pour un jeune quand il est sollicité pour devenir stagiaire. Les dirigeants m'ont contacté lors de la Coupe nationale des cadets que j'effectuais avec la Ligue Rhône-Alpes. C'est la seule possibilité que vous aviez ? Non, j'avais 8 clubs au total et j'ai finalement opté pour Sochaux, pour son sérieux et surtout pour sa politique de jeunes. Franck Sauzet, comment êtes-vous venu à Sochaux ? J'ai évolué dans un club de 4e division, à Montélimar, et un sympathisant du club m'a signalé au FC Sochaux, qu'il faut dire d'ailleurs à des antennes un peu partout. J'ai été recruté par M. Fauvergue lors d'un match de Coupe Gambardella à Montpellier. Il y avait plusieurs clubs, dont Strasbourg, Auxerre, et j'ai finalement choisi Sochaux. Alors pourquoi Sochaux ? Déjà parce que c'était pas trop loin de chez moi, comme j'habite en Alsace, à 50 km d'ici, et surtout pour la réputation de son centre. C'est vrai, Sochaux vit aussi de la réputation de son centre. Les parents sont sécurisés, ils savent que leur fils est placé dans les meilleures conditions sur le plan football, mais aussi dans le domaine des études, et ce, dans le meilleur environnement possible. Le mérite en revient à Silvio Crossi et à Jean Fauvergue. Ce sont eux qui ont fait venir la plupart des joueurs et qui laissent à René Sédelin le soin de terminer leur formation de footballeur. La réussite, c'est de sortir 1 ou 2 joueurs tous les ans. Le deuxième point, c'est peut-être de voir toute l'équipe première formée par des joueurs qui sortent du centre de formation. Et peut-être le troisième point, c'est d'en retrouver 3 ou 4 au niveau de l'équipe de France. On peut effectivement parler de réussite. Regardez par exemple cette équipe. Aucun n'a plus de 21 ans et pourtant vous les connaissez pratiquement tous. La raison est simple, ce sont tous des habitués de la première division, sauf Sylvestre qui lui n'est qu'international junior et n'a eu pour l'instant droit qu'au banc des remplaçants. Et ça, il n'y a qu'à Sochaux qu'on peut le faire. Sylvestre Takac, vous seriez effrayé d'aligner cette équipe ? Effet, non, c'est peut-être beaucoup dire, d'autant plus que ce sont les joueurs qui ont déjà joué cette saison, presque tous, à part Sylvestre et Franck Robin qui n'a jamais joué arrière, c'est ça qui pourrait éventuellement faire peur. Mais sinon, je crois que cette équipe, renforcée par quelques joueurs expérimentés, elle a une bonne chance d'aller assez loin en première division.
1985, ça pourrait être la bonne année. L'automobile et le football vont souvent de pair à Sochaux et comme cette année devrait être celle de la 205, on peut toujours rêver. Un seul danger guette Sochaux, la fuite de ces jeunes. Ce pourrait être le cas de Jackie Collin, 21 ans, 120 matchs chez les pros. Deux atouts qui peuvent tenter des clubs qui ont moins de réussite avec leurs jeunes. Il me reste encore 2 ans de contrat au FC Sochaux. Je dois faire mes preuves pour éventuellement monnayer mon contrat dans les prochaines années. Et c'est pas bon signe en fait de rester à Sochaux, non? À Sochaux, il règne quand même une ambiance pas comme les autres. C'est une grande famille. Mais vous savez, quand on a du talent, il faut le prouver et éventuellement partir à l'extérieur pour découvrir autre chose. Autre chose, c'est peut-être le grand bonheur, comme semble l'avoir trouvé Joël Batz en équipe de France. Batz est un ancien Sochalien, tout comme Bernard Gengini, qui lui était de la fête contre la Bulgarie. Contre la RDA, la France a gagné 2-0. Premier but marqué par un ancien Sochalien, Yannick Stopira. Deuxième but réussi par un autre ex de Sochaux, Philippe Anziani. Ça, c'est Sochaux. Bravo, un grand club et un grand centre de formation. N'oublions pas non plus Tournier qui avait été à l'origine de ce centre de formation à ses débuts et qui maintenant est à Monaco. Division 2 maintenant, car il y avait des matchs hier soir. Dans le groupe A, Châteauroux tient Mulhouse en échec. Les deux clubs parisiens, le Stade Français 92 et le Red Star, confirment leur bonne forme actuelle. Et au classement, Le Havre rejoint Mulhouse, Rennes, vainqueur de Quimper vendredi, suit à 1 point et Orléans à 2. Orléans qui compte un match de retard. Dans le groupe B, sursaut de Grenoble qui bat Nîmes grâce à un but de Robert Buig. Saint-Étienne passe 7 buts à Guignon, 3 de Mila et 2 de Bellus et se replace pour les honneurs. Cet après-midi, le leader Nice joue à Martigues, Montpellier et Cannes à domicile jouent gros face à Bourg-sous-la-Roche et Lyon. Un classement qui ne veut pas dire grand-chose car la plupart des leaders joueront cet après-midi. À vous présenter une belle cassette signée par notre ami Roger Driès. Il était une fois la Coupe de France. Vous pouvez vous la procurer à la Fédération française de football, 60 bis avenue d'Iéna. On y voit toutes les finales qui se sont déroulées. Et puis un petit journal qui est un journal normand, c'est le Petit Ramasseur du Stade et c'est le journal du Stade Malherbe de Caen, l'un des plus vieux clubs du football français. Voilà, ce téléfoot est terminé, ça passe très vite, une demi-heure, mais rassurez-vous, on m'a promis qu'on aura un petit peu plus de temps bientôt, très bientôt. Merci de votre fidélité, bonne journée, à bientôt. Aujourd'hui, triple meurtre à la une. Le vol vient s'agiter.